Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de Venturi et de ses fondateurs Gérard Godefroy et Claude Poirot. Gérard Godefroy est né en 1946 à Petit-Quevilly en France. Après avoir été dans l'armée, il fait des études aux Beaux-Arts à Rouen avant de commencer à travailler dans le design automobile, pour des grosses marques, mais également pour certaines marques indépendantes. En 1976, il finit par arriver chez Peugeot et travaillera sur plusieurs modèles de la gamme, et également sur le design de la Peugeot 205. Gérard Godefroy s'investit beaucoup dans le projet. Il réalise plusieurs dessins et une maquette. Mais un jour, il s'absente de son bureau pour aller au salon de Genève, et lorsqu'il revient, la maquette avait bizarrement disparu. Gérard Godefroy, qui n'est pas idiot, sait très bien que quelqu'un l'a volée. Il finira par se disputer avec la direction et quittera l'entreprise définitivement. Gérard Godefroy rejoindra alors Oyez en répondant à une annonce dans le journal Le Point. Mais le lancement de la Peugeot 205 le plombe complètement, c'est la même voiture que sa maquette à quelques détails près. Gérard Godefroy n'aura jamais été rémunéré pour ce design et n'aura même pas été reconnu par Peugeot. Et c'est dans ce contexte que Claude Poirot lui propose d'être le designer de sa future marque de voitures de sport française. Claude Poirot est né en 1945 ou 1946, je ne suis pas très sûr sur sa date de naissance. Il a longuement travaillé en tant qu'ingénieur chez Alpine, puis chez Heuliez, avant de décider de créer sa propre marque nommée Venturi en 1984. Mais les débuts sont difficiles pour la petite équipe, qui a du mal à concevoir leur premier prototype, qui sera construit dans le sous-sol de la maison de Claude Poirot. Et Gérard Godefroy faisait du troc avec une entreprise de pressoir à vin afin de pouvoir continuer la réalisation du prototype. Finalement, l'auto sera prête pour le Salon de Paris en octobre 1984, après une année de dur labeur, porté par la volonté de créer une voiture de manière indépendante. Finalement, leur prototype sera bien accueilli par le public et plusieurs entrepreneurs décideront de proposer leur aide pour financer leur marque. Parmi ces investisseurs, il y a le patron de Volkswagen et apparemment Jean-Clément Daninos, le créateur de la marque Facel Vega, qui espérait sans doute faire renaître sa marque via le projet Venturi. Cependant, j'émets quand même quelques doutes à propos de cette histoire, car ça me semble un peu bizarre. Mais apparemment, Jean-Clément Daninos aurait proposé à Gérard Godefroy, à Claude Poirot, d'investir dans la marque. Mais ce sera finalement Hervé Boulan qui sera choisi par Claude Poirot et Gérard Godefroy. Il suggéra au duo de changer le nom de leur marque pour Venturi avec un I, pour la très simple et bonne raison que beaucoup de marques de sport ont un nom qui termine en I, comme Ferrari, Lamborghini ou Maserati, le but étant d'intégrer la marque sur le marché de l'automobile sportive. Hervé Boulan réussira donc à réunir 5 millions de francs grâce à des particuliers et deviendra le PDG de la manufacture des voitures de sport, qu'on abrégera par MVS. Les autos de la marque s'appelleront donc MVS Venturi. Parallèlement à ça, Claude Poirot et Gérard Godefroy vont se lancer dans la conception du tout premier modèle de la marque, aidés par quelques spécialistes, dont Jean Rodeau, Jean-Pierre Beltoise et Mauro Bianchi. Le tout premier prototype roulant sera de couleur grise et arborera un moteur de Peugeot 505 turbo de 200 chevaux. Mais tout se passe pas comme prévu, car Jean Rodeau décède en décembre 1985, ce qui déstabilise un peu la marque. Finalement, les deux premiers prototypes seront présentés en mai 1986 et reçoivent un avis favorable du public et de la presse. Mais étant donné que le moteur de la Peugeot 505 Turbo n'est pas très concluant durant les essais, ils décideront alors d'opter pour le très célèbre V6 PRV. Mais après la mort de son fils, Hervé Boulan est assez déstabilisé et il hésite à tout laisser tomber. Il finira par changer d'avis et le prototype final est présenté au Salon de Paris en 1986. Les usines Venturi sont donc composées de 26 employés travaillant dans le but de construire les premières Venturi. Et un an plus tard, en 1987, sort le tout premier modèle de la marque, la MVS Venturi 200, équipée d'un V6 PRV de 200 chevaux pour 245 km/h en vitesse de pointe, et pouvant abattre le 0 à 100 en 7,3 secondes. Ce moteur, comme sur toutes les Venturi, sera installé en position centrale arrière. La fabrication de la carrosserie en polyester est artisanale et la finition intérieure et extérieure est excellente. Mais Venturi ont du mal à être rentables. Alors ils décideront d'élargir la gamme en créant une version à 160 chevaux, qui se nomme donc MVS Venturi 160, et une version 180 chevaux nommée MVS Venturi 180. Cette dernière sera avant tout destinée à l'exportation, car certains pays taxent les voitures de 200 chevaux ou plus.
En 1988, MVS présente au Salon de Paris la MVS Venturi 200 Transcup. Pourquoi Transcup? Car c'est du 3 en 1. Vous avez à la fois un coupé, un targa et un cabriolet dans une seule et même voiture, basée sur la Venturi 200. Mais malgré l'innovation, la Transcup n'arrive pas à s'imposer à cause de défauts d'étanchéité. Venturi essaie alors de s'implanter dans différents marchés au Royaume-Uni, en Belgique et aux États-Unis. En 1989, Didier Primat devient alors actionnaire majoritaire de l'entreprise. Henri Boulan cède sa place de PDG à Xavier Delachapelle, le créateur de la marque Delachapelle. La marque MVS est supprimée, désormais la marque s'appelle juste Venturi. L'emblème de la marque change et le gerfaut est désormais le logo de Venturi. La marque va donc corriger leur tir en améliorant la Transcup et en corrigeant ses défauts. La gamme s'élargit avec l'arrivée des Transcup 210, 180 et 160. Cette version de 160 chevaux disposait d'une boîte automatique pour la version 160 BVA. La version 160 BVM, elle, est équipée d'une boîte de vitesse manuelle. Parallèlement à ça, Venturi sort un nouveau modèle, la Venturi 260, qui est en réalité une Venturi 200 dont la puissance du V6 PRV a été portée à 260 chevaux, pour 260 km/h en vitesse maximale, voire même 270 km/h pour la version APC. Le 0 à 100 est abattu en 5,2 secondes. En 1990, Venturi change d'usine et déménage de Cholet pour aller à Couertron, dans le but de produire plus de voitures et également des voitures de la marque Delachapelle au sein d'une même usine. Peu de temps après, Venturi se lance dans un projet d'une Venturi à moteur 4 cylindres de Renault 21 Turbo de 180 chevaux qui se nomme Venturi Cup 111. Malheureusement, l'auto sera un bide complet tout comme la Transcup. La Venturi 260 s'en sort à peine mieux. Ces problèmes de vente s'expliquent notamment à cause de la concurrence avec Alpine et des autres marques de sport, mais également du fait qu'une légère crise économique s'abat en France en 1990, impactant les produits les plus luxueux, comme les voitures de sport. Malgré tout, Venturi ne se décourage pas et lance la Venturi 260 Atlantique, une série limitée à 25 exemplaires. Cette version est allégée de 165 kg et dispose de sièges baquets et d'un intérieur allégé au maximum. La 260 Atlantique disposait également d'une peinture bleu foncé et de jantes noires exclusives. En 1992 sort la Venturi 400 Trophy, exclusivement réservée à la compétition, qui sera équipée d'un V6 PRV 3 litres revu par EIA, avec l'ajout de multi-soupapes et de 2 turbos portant la puissance à 408 chevaux pour 300 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 4,1 secondes. Le châssis est renforcé, l'auto dispose de disques de frein en carbone permettant à la fois un meilleur freinage et un allègement de la voiture. La même année, Venturi s'associe avec Larousse en Formule 1 pour créer des Formule 1 Venturi et renforcer l'image de la marque en France. Mais le projet ne plaît absolument pas à Claude Poirot qui décide de démissionner de Venturi. Tant qu'à Gérard Godefroy, il reste encore présent chez Venturi et continue à designer les modèles de la marque. En tout cas, Claude Poirot n'aura pas tout à fait tort pour l'engagement en Formule 1 de Venturi, car cet engagement a coûté extrêmement cher et n'a pas apporté grand-chose pour la marque. Entre 1992 et 1993, la situation est compliquée pour Venturi, qui a dépensé des millions de francs sur divers projets, notamment les Formule 1 Venturi, qui n'ont pas apporté grand-chose pour la marque comme je l'ai expliqué. Des employés sont licenciés, la direction change un peu, mais finalement en 1993, Venturi est restabilisé et continue dans cette vision de développer des nouveaux modèles destinés à la compétition. Les Venturi 500 LM et 600 LM sont créés pour que Venturi participe davantage dans ce domaine. Et le succès sera au rendez-vous puisque les autos décrocheront pas mal de victoires ou bien de bonnes positions dans plusieurs courses durant les années 90. Venturi développe également la Venturi 260 Rally Raid dans le but de lancer la marque dans les rallyes. La même année sort la Venturi 260 LM qui est une série limitée équipée de jantes OZ Racing, d'un tableau de bord en carbone, de sièges baquets recaro et d'un système de réglage des trains avant. Mais l'auto sera un flop complet et seulement 33 exemplaires seront vendus en 3 ans. Tant qu'à la Venturi 260 Rally Raid, elle ne restera qu'au stade de prototype. La marque Venturi bascule et tombe dans les mains de Hubert Oney qui devient PDG de la marque le 17 mars 1994. Le nouveau PDG restructure l'entreprise et le 8 juin 1994 sort la Venturi 400 GT, qui est la version de route de la 400 Trophy. C'est la même voiture à quelques détails près.
En 1995 arrive alors la Venturi 600 SLM qui dispose d'un V6 PRV de 640 chevaux. Il y aura aussi des Venturi LMS qui sont en fait des 600 LM disposant d'un moteur également boosté à 640 chevaux. Mais ces autos ne resteront pas longtemps en compétition à cause de problèmes de fiabilité moteur et d'un manque de budget conséquent. La marque décide alors de se lancer dans le développement d'un nouveau modèle, la Venturi 300 Atlantique, qui sera comme d'habitude designé par Gérard Godefroy. Les premiers prototypes roulants sont construits, mais à force de dépenser des millions de francs, Hubert Ronney n'a plus la confiance des banques et la marque est contrainte d'arrêter ses activités. L'entreprise est alors mise en liquidation judiciaire. Hubert Ronney a 1 an pour trouver des nouveaux investisseurs, sinon Venturi disparaîtra. Parallèlement à ça, les premières Venturi 300 Atlantique commencent à sortir des chaînes de production. L'auto dispose d'un design plus arrondi et d'un tout nouveau moteur, un V6 3 litres 2849 cm3 à 12 soupapes, 281 chevaux pour une vitesse de pointe de 280 km/h. Elle sera construite sur le même châssis que la 400 GT. Les chiffres de vente de l'auto sont encourageants, surtout que Venturi n'est plus concurrencé par Alpine, mais cela reste insuffisant pour relever la marque, qui finit par s'effondrer le 21 février 1996. Tous les employés sont licenciés à l'exception de quelques personnes au service après-vente, et la marque est placée en liquidation judiciaire. Finalement, le groupe thaïlandais Nakarin-Benz rachète la marque et place à sa tête Manfred Bouchard qui devient PDG de Venturi. Peu de temps après arrive la seconde série de la Venturi 400 GT qui dispose de phares ronds à l'arrière, d'un freinage en acier et d'un nouveau bouclier avant. Tout ça pour répondre aux normes européennes, mais également dans un but d'exporter l'auto à l'étranger. Mais cette série 2 ne fonctionne pas vraiment et seuls 3 exemplaires seront vendus. En 1997, Venturi sort une nouvelle version de la 300 Atlantique, destinée au marché asiatique. Elle est équipée d'un V6 Peugeot de 210 chevaux en boîte automatique ZF à 4 rapports, suite à une association avec Peugeot. Cette version peut aller à 240 km/h maximum, c'est 40 km/h de moins qu'une 300 Atlantique classique. L'auto sera un échec complet et se vendra qu'à 6 exemplaires. En 1998, Venturi essaie de s'allier avec des investisseurs asiatiques pour pouvoir exporter davantage de Venturi à l'Est. Sauf qu'avec la crise économique asiatique, les investisseurs laissent tomber le projet et la marque est donc fragilisée. La même année, Venturi présente la Venturi 300 Atlantique biturbo qui dispose d'un V6 3 litres 24 soupapes Peugeot de 2946 cm3 avec 2 turbocompresseurs, portant la puissance à 310 chevaux. Vitesse maximale de 285 km/h, le 0 à 100 est abattu en 4,7 secondes. Cette nouvelle version remplace la 300 Atlantique de base, dont la production est arrêtée pour laisser place à la version biturbo. En 1999, les premières Venturi 300 Atlantique biturbo sortent des usines Venturi. La marque décidera également de se relancer en compétition avec la Venturi 300 GT, qui ne sera produite qu'à 2 exemplaires, car le groupe thaïlandais Nakarin-Benz n'arrive pas à faire redresser la marque, qui finit par sombrer. En plus de cela, la biturbo dispose de problèmes de fiabilité qui peuvent être complètement réglés si on fait appel à un spécialiste. Mais la voiture en elle-même sortie d'usine avait de gros problèmes de fiabilité. En 2000, la production de la Venturi 300 Atlantique biturbo est stoppée après 13 exemplaires produits et certains clients ne recevront jamais leur 300 biturbo qu'ils avaient commandé. Tout le monde est alors très déçu, y compris Gérard Godefroy qui avait commencé à faire les premiers dessins du futur modèle de la marque. La Venturi 300 sera donc la dernière Venturi designée par Gérard Godefroy. Après une longue décision de la justice française, c'est finalement Gildo Palanca Pastor qui rachète l'entreprise le 17 mai 2000. Étant donné qu'il habite à Monaco, la marque sera donc délocalisée à Monaco. Il décidera de relancer Venturi dans la compétition en développant un nouveau modèle basé sur quelques pièces détachées provenant de la Venturi 300 et sur d'autres pièces détachées de Venturi de compétition. L'auto aura quand même une nouvelle carrosserie, un nouveau châssis et un nouveau moteur V8 Audi 4,2 litres de 485 chevaux revu par MTM. 270 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 abattu en moins de 4 secondes. Les 2 premiers prototypes sont présentés en 2005, l'auto se nomme Venturi GT3 Héritage et dispose d'un design plutôt réussi pour une voiture des années 2000. L'auto participera à une course d'essai en 2006 et terminera en 2e position. Mais étant donné que la GT3 Héritage ne respectait pas les règles de la FIA, elle ne participera à aucune course. Le projet sera rapidement abandonné et les 2 autos seront revendues à des particuliers.
Après ça, Venturi décideront de faire un virage sec en se lançant dans la production de voitures de sport électriques au design douteux digne d'un dessin d'un enfant de 4 ans. On est très loin des magnifiques Venturi designés par Gérard Godefroy, surtout que les chiffres de vente sont pas terribles, faute à un prix d'achat bien trop élevé. En 2015, Venturi décideront d'arrêter la production de voitures pour se lancer dans les Formule 1 électriques. Aujourd'hui, Venturi existe encore dans le cœur des passionnés et via le club Venturi. Certains espèrent que Venturi reviendront sur le marché automobile. Mais au fond, si c'est pour nous proposer des voitures très mal designées, mieux vaut que la marque reste là où elle est. Tant qu'à Gérard Godefroy et Claude Poirot, ils sont toujours vivants actuellement et n'hésitent pas à participer à quelques rassemblements Venturi de temps en temps. Gérard Godefroy continue même à créer des voitures en maquette ou en vrai, comme avec le projet de la Citroën DS Grand Palais. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!